moment, beaucoup de dégâts ont été enregistrés. Le point avec Étienne Pascal Azegue. Les établissements scolaires ont plus ou moins été la cible des actes indélicats posés par des hommes en tenue ces dernières semaines. Le 18 janvier dernier, 3 élèves du lycée bilingue de Bonabéry à Douala et un commerçant ont failli passer des vies à trépas. Lorsqu'un homme en tenue militaire a, dit-on, malencontreusement ouvert le feu sur les élèves de cet établissement d'enseignement public. L'une des victimes de cet incident sera admise en chirurgie à l'hôpital à Kentini. Pendant que les populations de Douala se remettaient peu à peu de la scène qui a failli basculer au drame à Bonabéry, un autre homme en tenue. Cette fois, c'est un officier de la gendarmerie qui refait le portrait à l'intendant du collège de la retraite à Yaoundé. L'auteur de l'économe de cet établissement confessionnel aura été le renvoi de la fille du capitaine de son insolvabilité. Un acte qui sera réprimé par le ministre camerounais en charge de la défense. L'officier de gendarmerie écopera de 60 jours d'arrêt de rigueur. La réaction du MINDEF est plus ou moins similaire à celle du gouverneur de la région du littoral qui, dans un communiqué rendu public le 1er février, engage désormais la responsabilité des chefs de formation des forces de défense et de sûreté nationale sur les actes posés par leurs éléments sur les populations civiles ou militaires. Joseph Betty Assoma réagit ainsi suite à une vive altercation survenue entre militaires et policiers au lieu d'IPK 10 dans la ville de Douala. Le gouverneur du littoral a également fait mention des événements survenus à Jean-Paulma où les populations ont été molestées par une escouade d'hommes en tenue au mois de novembre dernier. Tous ces agissements rentrent dans le registre des bavures militaires et interpellent par conséquent la plus haute autorité de l'armée camerounaise. Insécurité, encore de l'insécurité à Banganté dans la région de l'ouest du Cameroun. Il y a la peur dans la ville. Une arme chargée de munitions vient d'être retrouvée dans des domiciles de malfrats. Des détails avec Jérôme Narcisse Sobze. Banganté est devenue une ville taliban? C'est l'interrogation qui revient ces derniers temps aux lèvres de bon nombre de citoyens du département d'Undé. C'est suite à une fouille perpétrée dans le domicile d'un gang qui s'émet la terreur depuis plusieurs mois dans la ville, que le commandant de brigade de terre, l'adjudant Toka Georges et ses fins limiers ont saisi une arme minutieusement cachée dans un sac. Le bailleur, arrivé aussitôt sur les lieux, exprime sa déception. Je suis désolé, parce que quand tu donnes la maison à quelqu'un, tu ne sais pas ce que cette personne est. Bon, notre frère habitait la chambre de dehors. Ma maman a eu tellement d'amour envers lui, vraiment, avec la responsabilité qu'il avait. On lui dit plutôt d'entrer dans la grande maison et occupe au moins pour que ça puisse soulager la famille. Et mon rôle ici était de veiller, de venir seulement chaque fois regarder si la maison est en bon état. Bon, vraiment, à ma grande surprise, bon, je vois ce délabrement de la maison, vous voyez vous-même. Le chef de gang, qui n'est pas à son premier forfait, se dit lui aussi surpris de la présence de cette arme chargée de munitions dans sa chambre. Il ne m'appartient pas. C'est dans ta chambre. Il ne m'appartient pas. Il ne sait pas qui a mis ça. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Tu peux dire peut-être c'est quelqu'un qui est venu de ça. Ça ne m'appartient pas. Il y a noté que ce gang, qui opère depuis plusieurs mois, avait déjà plongé les populations dans une psychose totale, braquant les municités, volant, violant et laissant sur le carreau des honnêtes citoyens. Vraiment, depuis environ 2 mois que j'ai été affecté ici comme commandant de brigade territoriale de gendarmerie de Banganté, j'ai constaté avec amertume que nos concitoyens, et particulièrement les étudiants, vivaient dans une psychose de peur à cause de l'insécurité. Il fallait soudainement mettre sur pied un réseau de renseignement pour mettre hors d'état de nuit et démanteler ces gangs armés de fusils et autres objets dangereux. Les braquages des municités et domiciles des élites et particuliers sont récurrents et successifs dans la ville de Banganté. Voici le fruit de leur dernier butin. Des ordinateurs, des écrans plasma et de nombreux objets de valeur pillés dans les domiciles. Aux dernières nouvelles, ces derniers auraient déjà été transférés à Bafoussam pour d'autres enquêtes. Et on espère à Banganté que les populations pourront retrouver le sommeil après de nombreuses plaintes déjà déposées à la brigade de terre.
Bépanta et Grand Moulin, ces deux quartiers de la ville de Douala qui souffrent depuis plusieurs jours d'un manque de l'eau potable, une situation que déplorent les habitants. La situation n'est non plus rose à Beya, dans la région du sud-ouest, où des habitants depuis plusieurs semaines sont sevrés de l'eau potable. Les populations ont désormais recours aux sources et aux puits avec une qualité de l'eau douteuse. Florent Franjo et Déric Diator. L'eau est une denrée très rare, presque introuvable dans la ville de Boya depuis quelques mois. C'est avec beaucoup de chance que ce jeune garçon, après avoir parcouru des kilomètres, a pu recueillir quelques litres d'eau. Les habitants de cette localité ne savent plus quoi faire et crient leur ras-le-bol. Une semaine sans eau, vraiment c'est terrible. Ma mère ne peut pas préparer à la maison parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle ne peut rien faire, il n'y a pas d'eau depuis des semaines. Vraiment c'est terrible. Il n'y a pas vraiment de l'eau à boire parce que vraiment chaque jour, même pas nous venons ici, la situation est toujours comme ça. Et là, se bagarre, on passe toujours beaucoup de temps ici. La situation est alarmante. Les enfants ne vont plus à l'école. Ils sont obligés de se lever très tôt le matin pour aller puiser de l'eau et parfois font des heures avant de revenir presque sans eau. Avant, c'était plus de 5 heures même. Là, aujourd'hui, c'est 2 heures, ça va quand même. La seule source de ravitaillement est ici à la vallée de Sopo, nommée Moussolé. La file d'attente est très longue et certains retournent même parfois sans eau dès lors que la nuit est tombée. Un véritable spectacle. Ne dit-on pas souvent, l'eau c'est la vie. Et c'est le calvaire dans cette autre partie du Cameroun. Le voyage reste difficile entre les deux Mbam, le Mbam et Inobo et le Mbam et Kim. Le bac qui dessert les deux localités est en panne. Ajouté à cela, le mauvais état des routes, le manque d'eau potable et d'électricité, autant de problèmes que le préfet du département du Mbam et Inobo a touché du doigt. Des détails avec Marcelin Gansop. Le département du Mbam et Inobo connaît de sérieuses difficultés et le préfet a été victime de quelques-unes. Fritz Semedikoso a été obligé d'emprunter une barque pour allier l'arrondissement de Dunk. Avait-il seulement le choix? Les deux barques qui permettent aux véhicules de rentrer à Dek ou à Ngoro sont à terre. La voie Bapé, Bouffé, à Panchayan jusqu'à Dek est complètement morte parce que les voitures ne peuvent pas passer jusqu'à ce niveau. La commune de Dek est la plus enclavée de Mbam et Inobo. Quand vous voyez, on vient d'avoir 60 km de route sur 302 km. Quand on fait la différence, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, dès qu'elle me coupe du reste du monde, parce que pour arriver au chef du département, il faut faire dans les 150 km. À cette difficulté majeure s'ajoutent d'autres qui ne facilitent pas le quotidien des populations de cette partie du pays. Les populations veulent l'électricité, veulent l'eau, veulent des enseignants dans les salles de classe, veulent des routes, veulent des enclavements. Elles se plaignent de la pauvreté. L'autre difficulté que nous avons ici, c'est que les populations, même si elles sont dynamiques, ne font pas preuve d'assez d'ardeur au travail. C'est-à-dire qu'elles ont des terres immenses, des terres fertiles. Des doléances qui ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Le préfet promet de les porter à l'attention de qui de droit. En attendant, il demande à ces populations de profiter de la gratuité décidée par le chef de l'État pour se faire établir la carte nationale d'identité. Pas simplement pour les inscriptions sur les listes électorales, mais aussi et surtout pour l'accomplissement des autres actes de la vie. Et malgré tout, le préfet du département du Mbam et Inobo encourage les paysans à diversifier les activités agro-pastorales et à favoriser la scolarisation de la jeune fille. Fritz Semedikoso vient de mesurer le potentiel socio-économique de son territoire de commandement. Une fois encore, Marcelin Gansop. Dans le Mbam et Inobo, la culture du cacao est une richesse et le préfet a pu se rendre compte en visitant quelques plantations et pépinières. Mais le chef de terre estime que les populations ne devraient pas seulement investir dans la cacaoculture au regard du riche potentiel que regorge le département. C'est d'encourager les populations à avoir une culture économique, d'être plus actives, de mieux s'organiser pour mieux vendre, de passer du GIC à la coopérative et de ne pas seulement se contenter dans une seule culture,
de pratiquer l'agriculture, c'est vrai, mais également l'élevage à côté, de valoriser des animaux de la basse-cour comme la volaille, comme les chèvres, comme les moutons qui, s'ils sont bien entretenus, peuvent rapporter de l'argent. Peut-être même plus que le cacao et plus que le bananier plantain. Mais il n'est point question d'inciter tout le monde à cultiver les champs ou à s'investir dans l'élevage. Les enfants doivent aller à l'école et malheureusement, le taux de déperdition scolaire observé en ce moment ne fait pas rire. C'est le problème de rapprochement des écoles des enfants. Nous avons la déperdition parce que les enfants ne peuvent pas toujours partir de Gouffé ou de Nyanzon pour se retrouver à DEC et fuir les écoles de DEC parce qu'ils n'ont pas un endroit où ils pourront s'abriter. Nous avons des services à cycle complet qui ont 50 élèves. J'ai invité les populations, les parents à faire beaucoup mieux. Et particulièrement en ce qui concerne la jeune fille. Cette tournée a permis au préfet du BAM et Inubu de toucher du doigt les réalités des populations de son territoire de commandement. Des populations dont les difficultés ont été recensées et qui attendent les retombées de cette prise de contact. Le national de la jeunesse se célèbre le 11 février prochain dans un contexte marqué par le chômage des jeunes au Cameroun. Environ 300 000 d'entre eux frappent sans succès à la porte de l'emploi chaque année selon l'Institut national de la statistique. Toute chose qui favorise considérablement le développement du secteur informel et le travail de domestiques en fait partie. C'est de la mer à boire au Cameroun. Les acteurs de ce secteur d'activité font face à moult problèmes, viols, agressions, mauvaises rémunérations. La liste est loin d'être exhaustive. Yannick Mbazoua. Madame Essengi et Angemi Marie-Paul maudissent le ciel chaque jour depuis qu'elles ont jeté le dévolu sur le travail domestique. Et pour cause. Ce qui m'a fait quitter, c'est parce qu'on m'avait fusillé là-dedans, dans la maison. Fusillé, avec le fusil, arme à feu. Moi, j'ai été violée pendant 3 ans. J'ai subi un viol par le fils de ma patronne qui me violait et interdit de parler. Au-delà de ces attaques physiques, s'ajoutent d'autres stigmates qu'elles ne sont pas prêtes à oublier. Quand tu commences le travail, on te dit tu vas seulement peut-être laver les habits des enfants, tu te retrouves en train de faire tout à la maison, laver les habits, s'occuper du mari, s'occuper de la femme, ça devient très difficile. Tantôt, je trouvais les mauvais patrons qui aimaient trop les rapprochages. Deux fois, il est méchant, il bavarde beaucoup, trop de reproches, tanti cela. Je fais ceci, on dit laisse, va faire ceci, va faire. À cela s'ajoute le mauvais traitement salarial. On te dit tu serais payé même pas, on va te donner 50 000 le mois, mais tu te retrouves à même un 18 500 à la fin du mois. Tu peux pouvoir faire quoi avec 18 500? Au départ, on me donnait 25 000 francs. Après quelques 3 ans là, on a dit il y a déjà la crise. On a rabaissé jusqu'à 20 000 francs. En 2001, un rapport de l'Organisation internationale du travail plaçait le Cameroun parmi les pays les plus touchés par l'exploitation domestique. D'où ce dialogue organisé par le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. On pensait qu'il fallait faire ce que nous appelons un dialogue sur l'état des lieux de la législation en matière de lutte contre la traite des personnes et contre le travail domestique. Un cadre de réflexion approfondi sur la législation et les problématiques clés relatives à la traite des personnes et le travail domestique au Cameroun. Je vous propose de découvrir cette activité rémunératrice, certes, mais épuisante aussi. L'argent au bout de l'effort à Monatélé, dans la région du centre du Cameroun. Il creuse, décharge et charge du sable. L'activité fait la pluie et le beau temps dans le lieu du département de la Léquier. Des détails dans ce reportage. Une plongée qui dure à peine 10 secondes. Et voici que le sable retrouve la pirogue. C'est apparemment un exercice simple. Loin de là, le métier n'étant pas accessible aux premiers venus. Ici à Monatélé, ce sont les habitués qui ont voix au chapitre pour une activité qui tourne à 100 à l'heure. Bon, le sable, quand on part à l'eau, souvent, on part avec le pirogue, avec le piquet en même temps. Ouais, tu plonges, peut-être tu fais 5 secondes à l'eau, dans la profondeur. Après ça, tu rentres. Je décharge le pirogue que les plongeurs amènent à l'eau. Je remonte au sable et je classe pour charger les camions. N'allez surtout pas croire qu'il s'agit d'une balade de santé en haute mer. Que non,
Aucune étape du processus n'étant facile. Quand nous sommes à la marée haute, les plongeurs ils ont pris à l'eau. Donc, soit nous sommes à 2000, soit ils disent qu'on doit augmenter peut-être 1000 francs. Ça doit aller peut-être à 3000. Donc, des fois, on fait 2 jours sans travailler. Il y a aussi les hippopotames, les crocodiles aussi, mais c'est manque bon. En tout cas, on est habitué avec ça. Ben là, on se pose seulement comme ça. Une fois que le camion a quitté les berges du fleuve Sanaga, commence alors la longue marche vers la destination finale. Et le calvaire commence ici même, à Monatélé. Il y a d'abord le tronçon aussi, commençant d'ici jusqu'à... pour sortir à l'Arcelou, à Emana. Emana village, quoi. Oui, c'est la seule difficulté que nous avons, franchement. Tu peux mettre 1 heure à 2 heures et c'est là pour arriver jusqu'à Emana. C'est tellement pénible. Nous allons un à l'heure. Parfois, les camions tombent comme ça. Là, on ne s'attend même pas qu'un camion tombe. Malgré les difficultés, les différents acteurs de la chaîne disent gagner dignement leur pain quotidien. Je m'en sors, peut-être par jour, peut travailler mes 5 000. La main est même tendue à ceux qui veulent intégrer la famille. Il n'y a pas une condition. C'est que, bon, si tu es bleu, tu peux venir, on apprend à travailler. Peut-être 1 semaine, 2 semaines, peut sortir sableux. À Monatélé et ses environs, de nombreux jeunes vivent de cette activité dans un contexte où l'accès à l'emploi n'est pas une mince affaire. Le sable, une activité qui prospère également dans le département de la Sanaga-Maritime, dont les élites font le bilan de l'année écoulée à travers le fonds Bernard Eding, ce mouvement associatif. Le rapport d'activité 2012 a été au centre de la 10e session de l'Assemblée générale tenue dans la ville de Douala le week-end dernier. Reportage. De l'avis du comité de gestion du fonds Bernard Eding, le bilan financier de l'association s'évalue à 300 millions de francs CFA. Un bilan jugé positif au regard des actions menées depuis 10 ans. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, que nous avons presque 800 lauréats que nous avons primés depuis ces 10 dernières années. Et en 2012, nous avons primé à peu près 110 lauréats. Nous avons 245 hectares de cacao plantés par les jeunes. Nous avons 24 hectares de bananeraies plantés aussi par les jeunes. Et pour nous, c'est un bilan par rapport à nos moyens positif. En effet, depuis sa création en mars 2003, le fonds Bernard Eding soutient les meilleurs élèves issus des familles pauvres de la Sanaga-Maritime afin qu'ils ne sombrent pas dans le découragement. Elle va prendre de l'envergure au point d'étendre son champ d'action vers la jeunesse non scolarisée. Toutefois, l'association n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous prévoyons dans un premier temps de continuer à remettre les prix et bourses aux meilleurs étudiants de l'année 2012-2013. Ensuite, nous allons encadrer les jeunes planteurs. Notre objectif, c'est d'avoir une association qui devienne ONG et qui, même après nous, va continuer à aider les jeunes nationaux. Au thème de cette 10e session de l'Assemblée générale ordinaire, le plan d'action 2013 du fonds Bernard Eding mettra un accent particulier sur la poursuite et la réalisation définitive des actions engagées depuis les exercices antérieurs, notamment la célébration de la 11e journée de l'excellence scolaire, l'achèvement des travaux de construction du centre d'accueil de la jeunesse à Manto. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde partie consacrée au débat. Visite de Paul Biya en France. Le président de la République du Cameroun snobe-t-il ses compatriotes dans le pays de François Hollande? C'est à voir dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Et pour en parler, nous recevons deux Camerounais. Célestin Djamen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du SDF, qui est le principal parti politique de l'opposition au Cameroun, et vous avez résidé longtemps en France. Vous êtes aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce qui a pu déterminer votre retour au Bercail? Parce que je suis mordu par le virus de la politique, et que je suis éminemment passionné par mon pays, et j'ai eu la conviction que pour faire de la politique, il fallait la faire sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je suis rentré donc chez moi, dans mon pays, pour pratiquer la vraie politique. Emmanuel Mbappé, bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes Camerounais et vous résidez en France depuis 50 ans, vous dites. Tout à fait. Oui. Alors, vous avez quitté la France pratiquement une semaine avant que le président de la République n'y aille pour la visite de travail et d'amitié, comme cela a été officiellement précisé. Alors, comment est-ce que vous avez réagi à ce qui s'est passé il y a quelques jours, lorsqu'après avoir délivré des invitations pour une rencontre avec la diaspora, le président Biya s'est absenté de cette rencontre? C'est sans surprise absolument que j'ai constaté que le président de la République n'a pas honoré son rendez-vous avec les Camerounais. C'est un usage constant depuis qu'il est au pouvoir, et de la même manière que le précédent président de la République. La diaspora et ces éléments n'ont jamais compté que comme des éléments de l'opposition. Par conséquent, une telle rencontre aurait justifié des interrogations auxquelles il n'aurait certainement pas voulu répondre. Alors, est-ce que vous pensez que cette absence, malgré les raisons qui semblent être évidentes que le chef de l'État a pu émettre, démontre aujourd'hui le peu d'égards que le président Biya a vis-à-vis de ses compatriotes qui vivent à l'extérieur? Bien sûr. Bien sûr que ce peu d'égards est constant, comme j'ai commencé à le dire, mais il ressemble beaucoup à celui qu'il a, le peu d'égards, vis-à-vis des Camerounais, même à l'intérieur du pays. Il est évident que le peu de rencontres que vous-même, les journalistes, vous avez avec lui, dénote de ce mépris qu'il a de sa population. La raison majeure, c'est ce que le ministre camerounais en charge des relations extérieures, qui rendait justement le message du président Biya en son absence au cours de cette rencontre, a évoqué pour justifier l'absence du président Paul Biya à cette rencontre. Oui, Fénelon, avant d'aborder cette question pertinente, je voudrais d'abord adresser un message de solidarité et de compassion vis-à-vis de tous ceux qui, à Douala et dans l'Ombam, subissent à longueur de journée la coupure d'eau et d'électricité. J'espère simplement que mes compatriotes ne vont pas s'habituer tout le temps. Maintenant, sur cette question concernant la rencontre de M. Biya avec la diaspora camerounaise, disons que le calendrier prévoyait une rencontre avec le président et la première dame. Effectivement, comme d'habitude, il a fait faux bond au Camerounais et à la diaspora, pour lequel il n'a que très peu de considération. Bien entendu, je pense que le président Biya continue à ignorer les enjeux majeurs qu'incarnent les Camerounais et la diaspora. Je me rappelle très bien, en 2009, j'étais au pavillon Dauphine quand M. Biya est arrivé. Nous avions mis la pression, déjà beaucoup d'années à l'avance, et qui aboutit à la promesse qu'il avait faite, c'est-à-dire accorder aux Camerounais et de la diaspora le droit de vote, d'une part, et la reconnaissance de la double. Promesse tenue, je l'ai dit de façon partielle, parce que nous demandions un droit de vote intégral. Ça veut dire non limité aux seules élections présidentielles et au référendum. Aujourd'hui, aux élections locales, les Camerounais de la diaspora ne peuvent toujours pas voter. Donc nous considérons que cette promesse elle-même n'a pas été tenue, comme il conviendrait. Reste à faire pour le cas de la reconnaissance de la double nationalité. M. Biya prend son temps comme d'habitude. Est-ce que ça sera comme l'histoire du Sénat ou de la Cour constitutionnelle qui, depuis 17 ans, n'a toujours pas mis en place? Donc, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est que le Camerounais de la diaspora continue effectivement à mettre la pression, à faire comprendre que M. Biya doit tenir compte de sa diaspora. Nous sommes 6 millions de Camerounais à l'extérieur, tout continent confondu. Donc, il est inadmissible que, d'une part, alors que tout le monde sait qu'il a modifié la Constitution en 2 semaines, il a fait sauter le verrou de l'article 6.2 et bien d'autres articles encore. Et il nous fait croire que concernant la reconnaissance de la double nationalité, il faut attendre un temps illimité. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'activisme dans la diaspora camerounaise en France? Est-ce que les manifestations d'hostilité n'auraient pas pu amener le président de la République à revoir un peu son agenda? Mais attendez, je ne suis pas sûr que les manifestations de sympathie seraient tout à fait compréhensibles. Parce que aujourd'hui, que subissent les Camerounais, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur? Ils subissent depuis pratiquement 3 décennies
une politique qui ternit leur image, une politique qui ramène le Cameroun en arrière. Ce n'est pas une question d'activisme. D'abord, qu'est-ce que l'activisme? C'est d'abord agiter certaines revendications, agiter les idées. Ça peut aussi être pris dans le bon sens. Donc aujourd'hui, il suffit simplement de prendre de façon concrète les revendications des Camerounais de la diaspora, encore que certains groupes de la diaspora ne revendiquent pas simplement le droit de vote ou la reconnaissance de la double nationalité. Ils parlent carrément et directement, à juste titre, de la politique camerounaise. Il est temps qu'un homme de 80 ans, peut-être même plus, qui dirige le pays dans le très mauvais sens, puisse tirer les conséquences de sa triste politique et laisser les Camerounais choisir un autre dirigeant. Emmanuel Mbappé, est-ce que vous pensez qu'en un détour, on parviendrait à résoudre des problèmes des Camerounais qui résident à l'étranger, notamment ceux qui résident en France? Est-ce que la France est le cadre privilégié pour résoudre les problèmes de Camerounais? En un détour, ce serait trop dire. Certainement pas. Il me semble qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir à l'intérieur même du pays, notamment sur le plan de législation, à l'égard des éléments de la diaspora. On rappelait tout à l'heure que la double nationalité n'est toujours pas reconnue. Il est évident que voilà un des problèmes le plus urgent à résoudre. Il est clair que quand on veut avoir une activité au Cameroun tout en étant de la diaspora, sans cette double nationalité, il devient très difficile de venir investir ici. Parce que la législation actuelle du Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Tout à fait. Lorsque vous optez pour une autre nationalité, eh bien, vous perdez celle du Cameroun. Oui. Ceci vous entraînant donc pas mal de difficultés dans le rapport avec l'administration camerounaise. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une antinomie, une contradiction dans le discours du chef de l'État, dans le message qu'il adresse à l'occasion, qui est rendu par le ministre camerounais en charge des relations extérieures, lorsqu'il dit qu'il compte sur la diaspora pour relancer la croissance? C'est clair que ce discours est contradictoire. Il est évident qu'il s'agit de jeter la poudre aux yeux et de permettre à l'opinion publique internationale de penser que ici au Cameroun, le régime de M. Paul Biya a l'intention de faire évoluer ses dispositions à l'égard de la diaspora. Mais en réalité, ce n'est que de la poudre aux yeux. On en sera encore là à la fin de son mandat. La politique du Cameroun ne peut pas se faire à Paris. C'est une évidence, me semble-t-il. Et dire qu'on compte sur les Camerounais de la diaspora pour lancer la croissance me semble un peu léger pour deux raisons. La première, c'est que je pense que pour relancer la croissance dans un pays, il faut déjà qu'il y ait une base industrielle. Le secteur primaire au Cameroun n'existe quasiment pas. Nous ne sommes pas un pays industriel. Et le gouvernement ne veut pas lancer une véritable politique nationale d'industrialisation de ce pays. Or, on sait bien que c'est le secteur industriel, le secteur primaire, qui peut relancer la croissance dans un pays. Même les investissements ne peuvent pas, s'il n'y a pas un secteur primaire fort, c'est-à-dire une industrie forte, relancer la croissance du Cameroun. Certes, je ne méconnais pas, le poids économique de la diaspora, certainement. Mais je pense qu'on ne peut pas simplement se limiter à faire des déclarations d'intention, à amuser la galerie, et pour demander aux Camerounais et à la diaspora de relancer la croissance. C'est du n'importe quoi. Je pense qu'il faudra, si le gouvernement... Donc pas que des Camerounais de la diaspora relancent la croissance, mais dans la relance de la croissance, ils sont comptés. Ils sont comptés, mais est-ce qu'on a pris le temps d'évaluer déjà le poids économique et dans quel secteur ils investissent, si investissement il y a, les Camerounais et la diaspora? Parce qu'aujourd'hui, les transferts de fonds qui sont faits de l'Europe occidentale, même des Amériques du Nord, vers le Cameroun, concernent essentiellement les biens de consommation. L'argent pour aller traiter des maladies, pour aller se soigner, pour aller se construire. Mais est-ce qu'on a pris le temps suffisamment d'évaluer à quoi sert l'argent des Camerounais? Je veux dire, l'impact économique des transferts de fonds au Cameroun même. Donc il faut un véritable forum national qui va rassembler toutes les parties prenantes, à savoir les Camerounais de l'intérieur qui ont vécu à l'extérieur, les Camerounais de l'extérieur qui y sont encore, et d'autres experts qui peuvent avoir une connaissance précise dans ce domaine-là. Au lieu de cela, M. Moukoko Mbondio, qui vient jouer le nègre de service, se met à se lancer dans les déclarations d'intention qui n'amusent personne.
Parce que nous voulons réellement que la diaspora soit évaluée dans ce qu'elle vaut sur le plan économique. Et c'est faisable. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, elle est peut-être générique. Que peut la diaspora? Est-ce qu'elle ne se limite pas au simple cliché de l'agitation? Peut-être quelque chose dans le développement du Cameroun? Bien évidemment, vous connaissez le poids des transferts de ressources qui sont produits par la diaspora. Il est évident que ces transferts, comme le disait le camarade, qui se limitent aujourd'hui à la consommation, aux produits de consommation, pourraient très très bien changer de cap et permettre effectivement cette base d'industrialisation à laquelle nous espérons tous. Et qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Est-ce que les pouvoirs publics devraient offrir quelque chose au préalable pour que cela soit possible? Bien évidemment, un cadre juridique qui permette encore une fois aux Camerounais d'avoir des facilités d'investissement ici. Est-ce que la reconnaissance de la double nationalité en fait partie? Tout à fait, c'est ce que je disais au début. Il est évident que mener ces opérations ici avec la nationalité camerounaise est plus facile qu'en étant étranger. On sait très bien que quand on immigre, en tout cas ceux qui partent d'Afrique pour l'Europe, c'est essentiellement sur une base économique. Il est rare qu'on voit un Camerounais aller en France, aux États-Unis ou quelque part en Amérique du Nord pour des raisons de tourisme. On peut le comprendre. Donc, par conséquent, le véritable enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est simplement de dire que le fait de se reconnaître double national, parce que souvent, ils ont prolongé la logique jusqu'à se naturaliser. Ce n'est pas par renonciation à leur chère patrie. Ils aiment toujours le Cameroun. Le sang qui circule dans leurs veines est camerounais, la culture est camerounaise, la pensée reste camerounaise, même si le milieu change un peu. Par conséquent, je pense qu'il faudrait prioritairement reconnaître cette double nationalité, ce qui fait que beaucoup de nos compatriotes qui travaillent souvent dans de très grandes sociétés pourraient apporter leur savoir scientifique, même leur savoir, je veux dire, sur le plan humanitaire, leur poids économique, pour réinvestir, comme l'ont fait souvent les Israéliens qui vivaient à l'étranger, comme le font aujourd'hui les Chinois, qui étaient déjà naturalisés américains, et qui maintenant sont reconnus dans leur double nationalité, et qui vont investir en Chine, et dans plein d'autres pays. Je peux citer 1000 exemples. Donc, le véritable enjeu, parce qu'on a tendance souvent à se limiter sur la revendication de la double nationalité et sur le droit de vote, mais il y a plus que ça. Nous voulons essentiellement, quand j'étais dans la diaspora, je me battais aussi pour qu'il y ait vraiment un représentant du gouvernement chargé des affaires de la diaspora. Je me battais également qu'il y ait des députés qui puissent être élus pour représenter la diaspora, qui aillent faire même campagne dans la sphère européenne ou occidentale ou africaine, peu importe. Donc il n'y a pas de véritable réflexion sur cette question-là. Au lieu de cela, on s'amuse à déclarer tout et n'importe quoi. La diaspora va participer à la relance économique, le taux de croissance va s'élever, mais c'est du n'importe quoi. Alors, mais si dans le chapelet que vous égrenez, s'il fallait choisir les priorités, on commencerait par quoi? On commencerait d'abord par accorder des facilités économiques, voire fiscales ou même douanières aux Camerounais. Vous savez que chaque jour, les Camerounais importent ou alors envoient des produits au Cameroun. Donc je pense que pour leur cas spécifique, vu la quantité des fonds et des objets qui sont importés, on devrait leur accorder des facilités et même leur orienter vers les domaines prioritaires pour le Cameroun. On pourrait par exemple investir, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup d'exode rural, et il y a des terres qui sont complètement abandonnées dans nos villages, les Camerounais pourraient en priorité investir dans les villages qui sont désertés par les jeunes, qui viennent gonfler les bidonvilles en ville. Donc il faut une véritable réflexion là-dessus. Mais le gouvernement, puisqu'il ne travaille pas dans l'intérêt des Camerounais, sont en train de nous larguer à tout moment la poudre de l'escampette et la poudre tout simplement, et ça c'est insupportable. Emmanuel Mbappé, ce sera certainement la dernière préoccupation. Est-ce que vous croyez en des retombées économiques de la visite du président Biya en France? Je ne crois pas. Je pense encore une fois qu'il s'agissait plus d'amuser la galerie camerounaise ici que d'obtenir des éléments d'intérêt pour le Cameroun. Quand on observe d'ailleurs la manière dont la presse française... Vous pensez que le président Biya est allé en France pour une balade de... Tout à fait, une balade de santé. Je disais, quand on observe le traitement qui a été fait de cette visite par la presse locale française, on se rend bien compte qu'elle n'avait pas du tout de sens.
Mais vous pensez que pour autant cela devrait ôter en cette visite un caractère d'intérêt général pour le Cameroun? Mais je le répète, cette visite était absolument sans objet. Elle aurait pu être évitée autrement que pour justifier quelques invitations qui vont encore coûter au budget camerounais et permettre à quelques détournements de fonds de se faire encore. Célestin Djamel, vous croyez non plus en quelques retombées économiques? Non, je crois que c'est la montagne qui a accouché. Le président Biya a fait quand même un appel aux investisseurs français. Non. D'abord, ce voyage, c'est un voyage sans objet. C'est la montagne qui accouche d'une souris. D'une part, parce qu'on sait bien que les personnes qu'il va voir, ce sont déjà des Français qui sont déjà depuis bonne et belle lurette implantés au Cameroun. On ne va pas convaincre son ami de devenir son ami. Ça n'a pas de sens. Je pense que M. Biya aurait peut-être attiré l'attention s'il allait en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, faire des propositions aux investisseurs américains, australiens ou anglais. Au lieu de cela, il va vers l'ancienne puissance coloniale, alors qu'on sait bien que la plupart des multinationales au Cameroun sont essentiellement françaises. Ils ont leurs intérêts extrêmement puissants ici. Je ne veux pas les citer, Total, comment dirais-je, les brasseries du Cameroun, le groupe Lafarge, le PHP de Pinjanjoubé, dont d'ailleurs une des victimes est en prison. Donc, on ne va pas vers les gens, prêcher vers les gens qui sont déjà convaincus. Donc, finalement, avec tout le ramdam qui a eu lieu autour de cette question, je pense qu'on a dépensé, encore une fois de plus, l'argent du contribuable camerounais pour aller s'amuser. Parce qu'en fait, le voyage du président de la République est financé par nos impôts, il faut quand même le savoir. Or, finalement, le seul motif, la seule annonce qu'on nous a faite, c'est qu'il y aura un Cameroun Business Forum qui sera tenu au mois de février à Yaoundé. Et même le code d'incitation aux investissements qui a été annoncé, il n'y a aucune date pour cela. Donc, M. Biya, comme d'habitude, continue à amuser la galerie. Et je crois qu'il est temps que ce genre de comportement cesse. Dans tous les cas, c'est un discours qui vient d'un acteur de la scène politique de l'opposition, c'est pas sûr. Naturellement, et je pense qu'on peut vérifier la véracité des faits que j'avance. Merci Célestin Djamel, merci Emmanuel Mbappé d'avoir accepté ce plateau. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur le programme d'Equinox Télévision. À demain 20h. Au revoir.